Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Cette émission est co-réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle. C'est une émission participative. Les buts sont multiples. Ça va des chroniques de Valérie qui vous propose une sélection de podcasts à découvrir, en passant par de nombreux portraits inspirants, sans oublier, car le besoin reste quasiment intact, de sensibiliser le grand public à la réalité du handicap. Eh oui, il y a encore du boulot. Mais ça avance, et c'est ça qui est bien. Bref, on pourrait continuer cette liste un moment, car ce projet collectif compte plus de 45 émissions au compteur. Et si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour nous auto-congratuler, c'est juste en guise d'information. Et pour vous dire que l'émission d'aujourd'hui détient, elle, un contenu informatif de grande valeur. En effet, pour les 22 prochaines minutes, nous allons retrouver Thierry Bergère, dont nous avons tiré le portrait inspirant dans les émissions 44 et 45, et que l'on retrouve ici avec sa casquette de psychologue spécialisé dans l'accompagnement de l'enfant et du jeune adulte déficient visuel. Mais je n'en dis pas plus et lui laisse la parole. Ouvrez grand vos oreilles. Depuis 19 ans maintenant, donc je travaille comme psychologue dans une école qui initialement s'appelait l'EREADV, établissement régional d'enseignement adapté pour déficients visuels, qui est à Villeurbanne, qui s'appelle aujourd'hui la cité scolaire René Pellet. Et plus précisément, je travaille dans un service médico-social qui est au sein de cette école. Petite parenthèse que je vais quand même dire, c'est que j'ai été embauché et, en tant qu'aveugle, disons que bien sûr que j'avais les compétences de psychologue, mais le fait qu'en plus j'étais aveugle, pour le coup, était un atout qui a intéressé mes employeurs, puisque précisément pour travailler avec des enfants aveugles, ça leur paraissait intéressant d'avoir un aveugle psychologue qui pouvait partager son expérience et échanger donc entre pairs, entre compagnons d'infortune avec les enfants déficients visuels. Les enfants déficients visuels, à moi, ne peuvent pas me dire oui, mais monsieur, vous comprenez pas, vous savez pas de quoi vous parlez, etc. Non, il y avait forcément une légitimité donc qu'il me faut prendre avec honnêteté aussi, avec prudence, parce que je suis un cas d'aveugle parmi d'autres, je n'ai pas le même parcours, la même expérience que les élèves dont je m'occupe. Ce sont d'abord et avant tout des enfants. Ça veut dire qu'ils ont les problèmes de tous les enfants ordinaires. Ils ont parfois des parents qui divorcent, ils ont parfois des difficultés scolaires, tout un tas de problèmes, des maladies, etc., des peines de cœur, donc comme tous les enfants ordinaires. Mais personnellement, je travaille plus sur les questions qui sont liées au handicap visuel. Et là, bon, il y a des tas de points dont on pourrait parler, mais il y a quelques points quand même récurrents qui reviennent un petit peu. Et c'est de ça précisément dont Thierry va nous parler aujourd'hui. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Thierry, c'est à toi. Ces enfants, il faut arriver à leur faire prendre conscience de leurs possibilités et de leurs limites. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis aveugle ou malvoyant? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et ça m'amène très souvent à parler avec eux de la différence qu'il y a entre le déficit et le handicap. Ça paraît des mots, mais c'est loin d'être anodin. Le déficit, c'est vraiment ce qui est mesurable, ce qui est observable, ce dont je suis atteint au niveau de mes problèmes visuels, qu'un ophtalmo peut me décrire, peut mesurer, etc. Le handicap, ça va être la conséquence de ce déficit-là dans une situation donnée. Ce n'est pas pour rien qu'on parle maintenant de plus en plus de personnes en situation de handicap. Parce que pour le même déficit, selon la situation, je peux être handicapé ou non. En ce moment, pour vous parler, je ne suis pas handicapé. Et pourtant, je suis aveugle total, 0 à l'œil droit, 0 à l'œil gauche, je suis gravement déficitaire, mais pour parler, là, maintenant, je ne suis pas handicapé. Par contre, si vous me tendez, là, maintenant, une feuille, et que vous me demandiez de lire ce qui est écrit au stylo dessus, d'une seconde à l'autre, je passe d'une situation non handicapante à une situation où je deviens handicapé. Et ça, c'est très important quand on est soi-même aveugle, malvoyant ou handicapé d'une manière générale, ou quand on est parent d'enfants handicapés, déficients visuels notamment, bien comprendre qu'il va falloir toujours essayer d'avoir à l'esprit de placer l'enfant, de se placer dans des situations qui ne sont pas handicapantes pour lui. Souvent, les parents me demandent « qu'est-ce que mon enfant, quel métier il pourra faire ?» Et là, je leur explique déficit, handicap, situation, mais cette fois-ci appliqué à cette question de la profession, du métier, en leur disant, dans un même métier, vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont handicapantes ou pas. Moi, je suis psychologue, c'est mon métier.
Je peux l'exercer sans problème, ou avec pas trop de problème, avec des enfants aveugles, malvoyants. J'aurais peut-être pu l'exercer avec des adultes, des personnes âgées, etc. Mais par contre, je ne peux pas exercer ce même métier dans une situation professionnelle où j'aurais été amené à observer les jeux ou les dessins de petits-enfants, par exemple. On dit toujours les aveugles peuvent être masseurs-kinésithérapeutes. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'aveugles qui sont masseurs-kinésithérapeutes. Cependant, il y a des fois des situations professionnelles. Bien que le métier soit généralement accessible, on peut se retrouver dans des situations non accessibles. Par exemple, un poste de travail où il faudrait que j'observe du matin au soir des radios, visuellement. Voilà, donc ceci amène à faire comprendre aux gens, aux parents, aux enfants concernés, aux adolescents concernés, qu'il faut mieux raisonner en termes de poste de travail plutôt qu'en termes de métier. Par exemple, j'entends dire « Ah ben non, lui il est aveugle, il veut être restaurateur, mais il rêve, il peut pas ». Et pourtant, j'ai eu connaissance du cas d'un aveugle complet qui avait créé son entreprise de restauration, mais il avait fait en sorte de se mettre dans une situation qui n'était pas handicapante pour lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a eu l'idée de créer un truc où il se limite uniquement au couscous, au paella, aux choucroutes et aux pizzas, et il fait que ça. Et il a organisé son piano, l'endroit où il travaille, son établi, son atelier, je ne sais plus comment on dit, donc de telle manière que tout est accessible, que les ustensiles de cuisine sont toujours au même endroit, et il se limite que à ces choses-là qu'il sait pouvoir faire. Et ça, on peut le généraliser à tout un tas de métiers, et on est surpris de voir des aveugles comme ça qui gèrent un cinéma ou qui sont éleveurs de poules, voilà, parce qu'ils ont raisonné en termes de situation professionnelle, de poste de travail, et non pas en termes de métier. Moi, j'avais un collègue qui était à l'université Lyon 1, qui était aveugle, qui était enseignant à l'université, directeur de recherche au CNRS, chimiste, et qui plus est spécialiste des colorants rouges. Il faut quand même le faire pour un aveugle, quoi. Un autre point sur lequel je travaille très important, c'est la souffrance. C'est-à-dire que très souvent, ces jeunes, ils sont en mal-être pour des tas de raisons différentes. Ils sont en train de perdre la vue, ils viennent de la perdre, ils souffrent d'une maladie où plusieurs symptômes sont cumulés, des tumeurs, du diabète, voilà, des choses qui font que leur vie est quand même très très compliquée, des maladies rares, etc. Ce sont des enfants qui parfois sont en souffrance parce qu'ils subissent un environnement, notamment un environnement familial, des fois qui les fait souffrir, des familles qui les rejettent. Ou, à contrario, des familles qui les surprotègent. Des gamins, par exemple, qui se voient interdire de faire quoi que ce soit, surtout pas sortir dans la rue, surtout pas mettre une prise, parce que les parents ont peur qu'il leur arrive un problème, quoi. Il faut apprendre à être autonome, il faut apprendre à écouter les bruits, il faut apprendre à se déplacer, et il arrive un moment où il faut bien que ces enfants, ces adolescents soient lâchés dans la nature, et qu'ils vivent leur vie, avec tous les dangers, malheureusement, que ça comporte. Les rejets des outils palliatifs. Des jeunes, par exemple, qui sont en train de perdre la vue, ils y voient encore un petit peu, ils n'arrivent plus à lire une écriture ordinaire, il faut qu'ils passent au braille, mais ils n'arrivent pas à franchir ce pas, parce que le braille est connoté, c'est synonyme d'être aveugle, et moi je suis pas aveugle, voilà, ils refusent catégoriquement cet outil-là. Que dire de la canne blanche, c'est encore pire. Et là on est amené à travailler sur le pourquoi je n'accepte pas, pourquoi je ne veux pas prendre la canne blanche. Ça nous amène à parler par exemple du regard des autres. Qu'est-ce que ça suppose le regard des autres? Et on travaille sur des notions comme par exemple l'infantilisation, me sentir infantilisé, me sentir dépendant, être capable de demander de l'aide. Voilà, ce sont des choses qui sont des fois très très difficiles pour des jeunes, surtout les adolescents, quand on est à une époque de la vie où on a envie de montrer ses muscles ou de montrer sa séduction, d'être autonome, de prendre sa liberté, etc. Voilà, c'est des choses des fois qui sont pas faciles à vivre et qui amènent des fois les jeunes à refuser de prendre la canne blanche, quitte à se mettre en danger, à se prendre des poteaux, des marches, des escaliers, etc. Accepter de travailler différemment. J'en parlais par rapport à ma propre expérience personnelle, donc accepter quand on perd la vue par exemple de changer de paradigme, d'abandonner les outils de travail qui étaient propres aux voyants pour adopter d'autres façons de travailler. Chose très très importante aussi, c'est quand on est handicapé, et ça je travaille souvent ça avec les parents et avec les enseignants aussi, arriver à s'extraire de la norme scolaire. J'ai eu affaire par exemple à un jeune qui avait 17 ans et qui était en 5e. Et parce qu'il avait 17 ans, parce qu'il était en 5e, on voulait qu'il soit orienté en canage-paillage ou enfin un truc, voilà. Alors que ce jeune-là voulait continuer ses études.
Et il a fallu se battre pour faire comprendre que s'il avait 3 ans de retard, c'est pas parce qu'il était idiot. On n'est pas dans la norme scolaire, on est dans le handicap. En l'occurrence, ce jeune-là, s'il avait 3 ans de retard, c'est parce qu'il avait passé 3 ans de sa vie à l'hôpital. Et ça a été un vrai combat que de faire comprendre que non, on n'est pas dans le retard scolaire au sens où on l'entend pour un élève ordinaire. Un élève ordinaire, effectivement, si à 17 ans il est en 5e, c'est peut-être qu'il y a un problème scolaire. Là, on est dans le domaine du handicap. Si à 17 ans il est en 5e, c'est peut-être parce qu'il a eu un accident, qu'il a passé du temps à l'hôpital. Pour la petite histoire, ce jeune-là, aujourd'hui, il est aussi psychologue, titulaire d'une licence de neurosciences, etc. Enfin bon. Je suis bien content de m'être battu pour lui s'il y avait ne serait-ce qu'un jeune pour qui j'ai été utile. C'est toujours ça. C'est toujours bon d'apprendre, quoi. Alors si vous écoutez cette émission depuis le début, vous l'aurez compris, l'épisode du jour s'adresse directement aux familles dont l'enfant est déficient visuel. Mais pas que. Je trouve qu'il est toujours intéressant d'entendre une parole concernée, érudite et intelligente. Du coup, je me rends compte qu'il est temps que je me taise. Et repasse la parole à Thierry, juste, vous êtes bien, toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, retour à l'entretien avec Thierry Bergère, psychologue à la cité scolaire René Pellet. Autre point qui revient très souvent, c'est la séduction, c'est le couple, la vie de famille. Est-ce que, malgré mon handicap, je suis capable, je peux séduire, ne pas séduire, etc. Dans l'école où je travaille, j'ai vu des couples totalement improbables, des jeunes de 6e qui sortaient avec une fille de terminale. Enfin, coûte que coûte, il était important de se rassurer, de flirter. D'abord parce que, comme tous les adolescents, on a envie de flirter, mais aussi pour se rassurer sur le fait que est-ce que je peux séduire. Et là, donc, on a très souvent affaire à des jeunes qui sont confrontés aussi à des attitudes familiales. Des parents, par exemple, qui disent, un exemple réel que j'ai connu, pour sa communion, on a invité 200 personnes, parce que vous comprenez, comme elle se mariera jamais, la jeune fille dont je parle aujourd'hui, elle est grand-mère, elle est mariée, elle a 3 enfants, des petits-enfants, etc. Voilà, mais une attitude familiale qui partait sur l'idée, le préconçu, sur un préjugé, parce qu'on est handicapé, on ne pourra pas se marier, avoir une vie affective, sexuelle, familiale, ordinaire comme tout le monde, quoi. Et très souvent, les jeunes portent en eux-mêmes aussi ce cliché-là. J'aime souvent raconter un jeune à qui j'ai eu affaire, qui m'a posé la question. Alors moi, en tant que personne aveugle, tous les jeunes me posent la question, « Monsieur, est-ce que vous êtes marié ?» Et je lui disais, « Ben oui, je suis marié. » Et là, il me disait, « Ah bon, mais alors votre femme, elle est aveugle ?» Je dis, « Mais non, ma femme, elle est voyante. »« Ah bon, alors elle est moche. » Alors je dis, « Mais non, ma femme, elle est très jolie. »« Ah bon, alors elle n'est pas intelligente. » Tu sais, ma femme, elle a appris à piloter des avions, elle a fait plein de choses, elle est pas idiote du tout. »« Ah bon, alors elle est de la campagne. » Enfin, il fallait absolument trouver un argument qui justifie l'idée préconçue selon laquelle, parce qu'on est handicapé, on ne peut pas être le mari ou la femme de quelqu'un de beau, d'intelligent, etc. Mais des fois, des idées préconçues terribles. J'ai eu affaire à une jeune fille qui était tombée enceinte et qui était catastrophée parce que tout le monde lui disait autour d'elle que les services sociaux allaient lui prendre son bébé. Et elle était terrorisée à l'idée qu'on puisse lui prendre son bébé, donc il avait fallu la rassurer sur le fait qu'il n'y avait aucune loi qui interdisait à une personne aveugle de devenir maman ou papa, quoi. Et il a fallu même se battre contre même certains professionnels qui avaient décrété que, vous vous rendez compte, elle est aveugle, elle ne pourra jamais s'occuper de son bébé, donc on lui recherchait un foyer de mère célibataire où son enfant pourrait être pris en charge par d'autres personnes, mais c'était pas son projet, quoi. Voilà, donc des tas de choses comme ça sur lesquelles je suis amené à travailler et qui sont des fois des choses qui touchent à l'intime et qui touchent à la vie personnelle, au projet. Alors bien sûr, je travaille beaucoup sur le projet de vie, le projet professionnel, beaucoup de renseignements aussi donnés sur le tissu associatif, quelle aide on peut recevoir de la part des associations existantes, beaucoup d'informations sur les outils existants. Je suis surpris, par exemple, en informatique, par exemple, on utilise beaucoup un système de synthèse vocale qui s'appelle JAWS et qui est très connu dans le monde déficient visuel. Et je suis surpris des fois de rencontrer des jeunes adolescents ou des parents qui ont des enfants aveugles depuis plusieurs années, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ce genre d'outils, alors que ce sont des outils absolument prépondérants, phénoménaux, essentiels pour que leurs enfants réussissent, notamment dans la scolarité. Et ce sont des outils qui, accessoirement aussi, permettent d'accéder à une autonomie qu'on n'avait pas avant l'ère de l'informatique, par exemple.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Thierry Bergère, psychologue à la cité scolaire René Paulet. La fin de l'émission arrivant à grands pas, je vous propose de retrouver pour une dernière intervention Thierry et tout de suite après d'enchaîner avec une nouvelle chronique de la peau proposée par Valérie qui cette fois-ci vous proposera de découvrir de nouveaux podcasts. Allez, c'est reparti. Thierry, c'est à nouveau à toi. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, et notamment sur le plan législatif. La loi de 2005 a été énorme. Elle a replacé un peu l'usager au centre des dispositifs. On ne décide pas pour lui des suivis qu'il doit avoir. Ça se fait en co-construction avec les parents, la famille et le jeune lui-même. Quoi qu'on en dise, même si les choses sont lentes, il y a quand même des choses qui évoluent dans la société et qui sont tout à fait encourageantes. L'audio-description, par exemple, les films qui sont audio-décrits, de plus en plus de programmes à la télévision sont proposés en audio-description. C'était pas le cas il y a ne serait-ce que 15-20 ans. Des outils nouveaux qui apparaissent. Je suis épaté quand je vois les jeunes maintenant, ce qu'ils font de leur téléphone. Il y a des parents qui s'opposent à ce que leurs gamins aient des téléphones portables, alors que pour des enfants aveugles et malvoyants, c'est un outil absolument phénoménal qui peut permettre, par exemple, de se diriger. Un outil qui peut rendre des services au quotidien. Tu me laisses 2 minutes le temps que j'aille chercher... Attends, je vais juste chercher mon téléphone pour illustrer ça avec du son. Alors, hop là. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai mon téléphone portable dans la main. Des exemples qui peuvent montrer à quel point ça peut être intéressant pour des jeunes aveugles donc, dans leur vie quotidienne. Ok Google. Combien font 32 fois 64 ? 32 fois 64 est égal à 2048. Ok Google. Quelle est l'altitude du Mont Blanc ? 4809. Ok Google. Quelle est la capitale du Pérou ? Lima est la capitale du Pérou. Ok Google. Quelle est la distance entre Lyon et Marseille ? Lyon est à 315 km en voiture de Marseille. Ok Google. Quelle est la date de naissance de Victor Hugo ? Victor Hugo est né le 26 février 1802. Etc. quoi. Alors bien sûr, les jeunes aveugles sont comme tous les jeunes ordinaires, ils font des fois un abus du téléphone portable, mais il y a moyen d'utiliser cet outil de manière intelligente et ô combien importante et utile, sans compter les GPS piétons pour se guider dans la rue, les outils collaboratifs par exemple où on appelle des personnes bénévoles, on filme par exemple une rue qui est devant nous et la personne qui est à l'autre bout du fil va guider la personne aveugle en lui disant devant toi tu as une route, attention, il faut que tu tournes à droite, etc. Enfin, voilà, il y a plein d'outils comme ça grâce à la téléphonie mobile. Bon, ce sont des choses comme ça qui n'existaient pas il y a quelques années et je pense que tout évolue dans le bon sens. Moi, quand j'étais lycéen, ma professeure de français me disait voilà, il faut que tu étudies un poème. J'attendais le week-end de rentrer chez moi, que quelqu'un me lise le poème. Je travaillais avec des magnétophones à cassette, je tapais après à la machine à écrire, il fallait que je me fasse relire, il fallait que je me fasse corriger mes fautes. Et dans le meilleur des cas, je rendais la semaine suivante le devoir à mon professeur. Aujourd'hui, avec l'informatique et Internet, pour le même problème, je rentre chez moi le soir, avec Google, je trouve le poème, je le lis avec ma synthèse vocale, je rédige carrément mon devoir avec Word, je l'imprime, je me corrige d'abord, je l'imprime et je le rends le lendemain à ma prof, quoi. Si j'ai envie aujourd'hui d'avoir des informations sur Jeanne d'Arc, je vais sur Internet et je trouve des informations sur Jeanne d'Arc. Alors qu'auparavant, il fallait que je trouve quelqu'un qui veuille bien me lire un article du dictionnaire ou n'importe quel livre, ou alors il fallait que j'attende que des cassettes arrivent d'une bibliothèque sonore. Bibliothèque sonore, par exemple, je me rappelle une fois, j'avais lu le tome 1 des Misérables de Victor Hugo. Et j'ai lu le tome 2 5 ans après, parce qu'il fallait le temps que les cassettes soient disponibles, etc. Aujourd'hui, il y a des tas de bibliothèques sonores en ligne. Si je veux lire Les Misérables de Victor Hugo, je télécharge d'un coup tous les tomes et j'ai tous les tomes à ma disposition en format MP3 tout de suite. Voilà, donc il y a plein de choses au niveau des lois, au niveau des outils, au niveau des mentalités qui ont quand même évolué et je pense que ça va dans le bon sens, quoi. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio.
Peut-on être Miro et Miri-Miro ? Autrement et mieux dit, car c'est pas très joli et un peu péjo je trouve Miro, mais je n'ai pas résisté au jeu de mots. Comment peut-on découvrir des œuvres d'art quand on n'y voit pas très clair ? Il y a certes les œuvres tactiles que proposent certains musées, please, touch, mais c'est quand même un peu sacrilège d'aller poser ses mains sur les fesses d'une statue grecque. Et on ne refait pas son éducation comme ça entre 10 et 12 au musée des Beaux-Arts, surtout si on nous a répété enfant de toucher avec les yeux. Bon, et quand bien même, on a beau caresser une toile, on y voit goutte si personne ne nous raconte. Heureusement, certains podcasts se donnent cette mission. On vous en cause aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'espoir en découvrant le podcast « Décris-moi un musée » proposé par Caroline Jules, professionnelle de l'audio-description dans les musées et qui a lancé sa propre chaîne YouTube. Hélas, quelle n'a pas été ma déception en découvrant son podcast qui présente les œuvres de façon très descriptive et, il faut bien le dire, un peu plate, voire ennuyeuse. Je me suis alors mise en quête et j'ai découvert un podcast très prometteur qui s'appelle « Ferme les yeux et regarde ». Un podcast imaginé, écrit et réalisé par Nuit Noire qui propose des immersions sonores dans des œuvres d'art. Donc, au lieu de décrire platement ce qu'on voit, ici, il n'y a rien à voir, mais à écouter. Oui, car on nous raconte une histoire, celle imaginée à partir du tableau. Et comme le hasard fait bien les choses, j'ai découvert le podcast à travers l'épisode qui décrit une toile qui est au Musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est l'épisode 13, consacré au mangeur de ricotta du peintre italien du XVIe siècle, Campi. On écoute d'abord l'histoire et le titre de l'œuvre nous est dévoilé ensuite. Mais là encore, en me rendant devant le tableau, c'était la déception. Ça ne correspondait pas du tout à l'idée que je m'étais faite de la toile, car de la forme du tableau, il n'est en effet rien dit. Je me suis alors remise en quête. J'ai trouvé beaucoup de podcasts qui abordent de façon très vivante l'histoire de l'art. Je pense par exemple au podcast Sens de la visite ou Le bruit de l'art. D'autres offrent une approche féministe et ce n'est pas pour me déplaire, comme Femmes d'art ou encore le podcast insolent intitulé Vénus s'épilait-elle la chatte ? Oui. Mais ici, il n'est pas question d'une œuvre en particulier et c'est ça que je cherchais. Je l'ai enfin trouvé dans le podcast Le son de peinture en 4 mots. Ce podcast relève l'exploit de décrire en 350 épisodes de 2 minutes 350 chefs-d'œuvre de 6 siècles d'histoire de la peinture. Le podcast est présenté par Guillaume Ducongé et disponible sur toutes les plateformes. Mais, je dois l'avouer, c'est un peu sec. J'ai alors repris mes recherches et je suis tombée sur l'inénarrable podcast Krusty Art. Il a été créé par la comédienne Pénélope Boeuf qui propose une approche inédite et humoristique de l'art en 3 minutes chrono. Ça sort 3 fois par semaine et c'est vraiment très bien fait. Je vous invite à découvrir. Mais comme rien n'est jamais parfait, ça ne laisse pas assez de place à mon goût, à l'émotion et aussi à ce que je recherche avant tout dans une toile, à savoir la lumière. Enfin, j'aimerais rendre hommage à un podcast non pas natif, mais en replay de l'émission hebdomadaire de Jean Deloisy, L'art et la matière, diffusée tous les dimanches après-midi sur Culture et qui invite à se plonger dans une œuvre ou un mouvement pendant 1 heure. C'est suffisamment rare pour être signalé. Je vous conseille le dernier épisode en date qui s'intitule, tenez-vous bien, Peinture à chier. Quelle audace! La peau, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Et oui, c'est dans la boîte. Merci à Valérie et à Thierry. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous ou quelqu'un de votre famille êtes concerné, contactez-nous et discutons ensemble d'un sujet à aborder, d'un témoignage à partager et que sais-je encore. Pour nous contacter, notre mail l'imaginoire@lilo.org. L'Imaginoire, L-I-M-A-G-I-N-O-I-R. Vous pouvez également contacter votre radio qui nous transmettra le message. Nous sommes sur Facebook au facebook.com/l'imaginoire, sur Instagram l'imaginoire-8 radio, sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes de podcasts telles que Deezer, iTunes, Spotify, j'en passe et des meilleurs, ou pas d'ailleurs. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance. L'Imaginoire est une émission soutenue par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.